France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, bienvenue dans ce premier numéro d'enquête de politique de l'année 2025. Et en 2025, nous continuerons bien sûr d'explorer chaque dimanche un thème, un concept, une tendance liée à l'actualité. Nous en ferons l'histoire, le décortiquerons pour mieux comprendre les débats qui nous agitent et pour ne pas être dupes et tentés aussi de dépolariser. Et il y a du boulot dans ce domaine en ce début d'année. Il y aura aussi nos séries, bien sûr, nos séries de ismes une fois par semaine pour compléter notre collection à retrouver en podcast. Ravi de vous retrouver, la petite équipe d'enquête de politique, Franck Olivard, Christophe Imbert et moi-même. Vous souhaitons une bonne année. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Et ce soir, la laïcité. Et si on arrêtait de dire tout et n'importe quoi sur ce sujet, 2025, c'est l'année des 120 ans de la grande loi de séparation des églises et de l'État. Nous sommes aussi, cette semaine, 10 ans après les attentats contre Charlie. La laïcité, voilà bien un concept, un cadre juridique, un outil qui est redevenu un objet trop souvent détourné, parfois surchargé, mis à trop de sauce, objet d'incompréhension et de polarisation dans le débat public. Il faut d'abord donc réexpliquer le sens de la loi de 1905, grande loi de compromis et non pas, comme on le croit trop souvent, loi d'affrontement. Le débat sur la laïcité n'a pas cessé pour autant depuis 1905, pendant tout le début du XXe siècle. Ce que l'on appelait le parti catholique, la droite cléricale n'a pas accepté que l'Église ne régente plus la vie quotidienne et sociale des Français. Et puis la laïcité s'est finalement installée peu ou prou, acceptée par l'Église et a fourni un équilibre sécurisant des décennies durant. Le conflit des deux écoles est quand même toujours resté en toile de fond de nos débats, mais la laïcité en tant que telle faisait consensus. Et à partir de 1989 et l'apparition des premières lycéennes voilées avec l'affaire de Creil, une version nouvelle de la vieille controverse ressurgit avec un pan de l'islam politique, l'islam prosélyte. L'islamisme pousse une partie des Français musulmans, aux grandes dames de l'écrasante majorité d'entre eux, à tenter de sortir leur religion du lit de la sphère que lui octroie la loi de 1905, ce qui est vécu par la société française dans son ensemble comme un danger pour la nature même de notre République, autant dire, pour utiliser un terme à la mode, un danger existentiel. D'autant que des puissances étrangères et hostiles sont à l'œuvre. Mais la laïcité est aussi un concept manipulé, utilisé parfois au-delà de son objet. On la dénonce ou au contraire on la brandit souvent dans le cadre du débat outré qui accourt souvent depuis quelques années. Voilà pourquoi il faut clarifier les choses, chasser les idées fausses et les détournements de concepts. Et pour nous y aider, j'ai convié Patrick Weil, politologue, historien, directeur de recherche au CNRS et auteur de La laïcité en France chez Grasset en 2021. Et Patrick Weil, vous avez aussi écrit dans Être français, c'était en 2011, que l'un des piliers parmi les 4 que vous identifiez de notre identité politique française, eh bien c'est la laïcité qui repose sur 3 principes: liberté de conscience, séparation de l'Église et de l'État et libre exercice de tous les cultes. Bonsoir Patrick Weil. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette opération de clarification. Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et les teignoirs, sous la calotte et les teignoirs. Mais de nos bulletins de vote, nous accablerons ces gredins. Et les voix de tous les scrutins leur crieront à bas la calotte. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux.
Voilà, la Marseillaise anticléricale écrite en 1881 par Léo Taxil, interprétée ici par Marc Augeret en 1968. Cette chanson n'illustre pas le principe de la laïcité, mais nous plonge quand même dans l'état d'esprit très frontal de cette fin de 19e siècle et début de 20e. Alors Patrick Weil, rappelez-nous l'enjeu en 1905 de cette loi de séparation. Alors 1881, on est en plein affrontement effectivement parce que la France, le Parlement a choisi à une voix de majorité le régime républicain, contre l'Église de France qui s'était mêlée des affaires politiques en soutenant la monarchie. Quelques années après, elle se mêlera de l'affaire Dreyfus en soutenant l'armée contre l'innocence de Dreyfus. Donc c'est ce qu'on appelle le cléricalisme, l'intervention des religieux dans la politique, facilitée par le statut de l'Église, parce que Napoléon avait signé un concordat avec l'État français qui faisait non seulement de l'Église catholique la religion de la majorité des Français, faisait qu'on finançait les églises et les salaires des ecclésiastiques, mais qui donnait à l'Église son statut, on rappelait son statut de lien spirituel historique qu'elle avait avec la France. Et donc au programme des Républicains, il y avait la séparation. Mais c'était comme parfois dans les programmes politiques. Un peu incantatoire. Un peu incantatoire, jusqu'au moment où des socialistes, Aristide Briand, Pressensé, Jaurès, mettent à l'ordre du jour de la Chambre, créer une commission parlementaire qui va être mise en place. Bon, là aussi, le travail de la commission parlementaire aurait pu s'arrêter là, sauf que se produit un grave incident diplomatique. Le président de la République française accepte une invitation du roi d'Italie à se rendre en 1904 à Rome. Et le pape avait interdit aux chefs de gouvernement et d'État catholiques de se rendre à Rome parce qu'il considérait qu'il avait toujours l'autorité sur le territoire de la ville, de la capitale de l'Italie. À la suite de la visite de Loubet, il envoie une missive secrète. Émile Loubet, le président. Il envoie une missive secrète pour dénoncer Loubet, qui en tant que catholique devait obéissance au pape, etc. Et cette missive est fuitée par le prince de Monaco auprès de Jaurès, qui la publie à la une de l'Humanité. Et alors là, comme le dit Clémenceau, la France bascule, les Français n'acceptent pas que le pape clame son autorité sur le chef de l'État, et bascule en faveur de la séparation, et immédiatement, le projet de la commission Briand est mis à l'ordre du jour, et un peu plus d'un an plus tard, ça sera la loi du 9 décembre 1905. Voilà, un grand débat qui fait beaucoup de bruit en cette année 1905. Les Républicains et la SFIO, les socialistes, arrivent à imposer cette loi. Mais ça se passe pas. C'est une loi. Alors c'est une loi de compromis. C'est une loi de compromis puisqu'elle est d'abord c'est une loi parlementaire. Enfin c'est au Parlement. C'est pas à l'initiative du président ou de l'exécutif. Donc ça c'est issu du Parlement. C'est un compromis, mais c'est difficile au départ. La droite cléricale ne l'accepte pas. Alors l'Église oui, mais pas la droite. Alors l'Église de France est inquiète parce que la loi est organisée aujourd'hui autour d'associations locales, des associations cultuelles. Aujourd'hui, si vous êtes juif, musulman, protestant ou toute autre foi, vous pouvez créer avec vos coreligionnaires des associations cultuelles. Ça pose un problème à l'Église catholique qui est organisée de façon hiérarchique. Mais elle obtient, dans l'article 4 de la loi, le respect de son organisation hiérarchique. Donc l'Église de France est rassurée. Oui, c'est pas une association comme une autre. Voilà. Qu'est-ce que fait la loi? Elle sépare, et c'est pour ça qu'on dit laïcité, elle sépare les cultes, la séparation des églises et de l'État. L'État ne finance plus l'Église catholique et les protestants et les Israélites qui s'étaient rajoutés du point de vue du financement à l'Église catholique, et elle rompt le lien moral avec l'Église catholique. Elle se déclare, au fond, religieuse. Il n'y a plus, l'État français ne se prononce pas sur l'existence de Dieu. Voilà. Mais alors pourquoi ça se passe mal ? Et ça maintient, donc ça assure l'égalité entre tous les citoyens. Et j'ajoute que cette égalité va jusqu'à l'Algérie. Donc la loi a une dimension universelle. On débat de savoir si elle doit s'appliquer à l'Algérie. Le Parlement décide de l'appliquer à l'Algérie. Simplement, il prévoit une période transitoire que le gouvernement... À l'Algérie, donc, à l'islam. À l'Algérie, il y avait 3 millions de musulmans. On y reviendra. Non, mais c'est très important, parce que dans l'esprit, vous l'avez dit, c'est le législateur qui fait la loi, et le législateur a donné à cette loi une dimension immédiatement universelle dans le respect des non-croyants, des agnostiques ou des croyants de toute confession.
Alors pourquoi ça se passe mal juste après 1905 Parce que, comme l'a dit Clémenceau, tout avait été prévu, sauf ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le pape ne suit pas ses évêques de France et donne l'ordre de ne pas rentrer dans le cadre de la loi. Alors, ce que l'on connaît, c'est les inventaires, la crise des inventaires, parce qu'il faut transférer les biens des églises à des associations cultuelles. Il y a 2 morts, le gouvernement tombe, et entre gouvernements, un tandem inédit, Briand et Clémenceau. Donc un radical et un socialiste. Qui vont fonctionner formidablement ensemble pendant 3 ans. Parce qu'après que la crise des inventaires soit passée, le pape appelle les évêques et les curés à ne pas rentrer dans le cadre légal de la loi. Qu'est-ce qui se passe ? 1 an après le vote de la loi, les messes deviennent des réunions publiques classiques. Et à l'époque, il faut une autorisation pour une réunion. Donc toutes les messes, comme ils refusent de demander l'autorisation sur ordre du pape, toutes les messes deviennent illégales. Les amendes pleuvent sur les curés. Clémenceau et Briand envisagent la déchéance de nationalité des évêques de France. Et là, l'archevêque d'Albi lui dit « Ne faites pas ça, vous donnerez trop satisfaction au pape qui veut faire des catholiques des martyrs. Il faut contourner le pape. » Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont déclarer libres toutes les réunions par la loi de 1907. C'est à cette occasion qu'on obtient la liberté de réunion. Donc les messes sont des réunions. Ils autorisent les curés à se réunir. Donc il n'y a plus de motif de crise. C'est intéressant parce qu'on parle toujours de la loi de 1905. En fait, la loi de 1905, c'est une base, mais il faut toujours, pour qu'elle soit appliquée, que ce principe soit appliqué, d'autres lois, et celle de 1907 est essentielle, puisque... Elle va permettre d'éviter le conflit, oui. Mais attention, le pape continue à chercher le conflit, ils sont prêts à la guerre civile, hein. Et là, il va le trouver dans une affaire d'instituteur qui a fait des commentaires sur Dieu en classe, l'affaire monte dans les tribunaux, etc., et en 1908 et 1909, le Vatican fait lire une lettre dans toutes les églises de France, notamment en 1909, pour interdire aux enfants de travailler dans certains livres d'histoire à l'école publique. Donc on utilise, c'est drôle comme ça résonne avec aujourd'hui, hein, on utilise des petites informations, des petits scandales locaux, et on essaye de généraliser, on essaye de polariser déjà. Et alors ce qui se passe, c'est que certains archevêques, évêques, curés, menacent les enfants. Si vous étudiez dans ces classes, dans ces livres d'histoire, vous n'aurez pas le droit de faire votre première communion. Ah oui, et donc vous n'irez pas au paradis. Si les parents vous les laissez étudier dans ces livres, vous n'aurez pas la confession ni aucun sacrement. Et là, c'est une violation des dispositions pénales de la loi de 1905, sans lequel on ne comprend rien à la loi. Car la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, comme la séparation, sont protégés par des dispositions pénale. Si un ministre du culte, ce qui est le cas d'un curé, se met à menacer, à faire des pressions pour qu'on n'applique pas les lois ou les instructions de l'autorité publique, ou menacer des fonctionnaires, il est passible d'amende ou de prison. Et là, Briand et Clémenceau saisissent les tribunaux. Et un cardinal est condamné, et trois archevêques, et plusieurs évêques, et des dizaines de curés. Et ça va durer jusqu'en 1900. Ça se calme, parce qu'ils perdent en plus leur pension. Et comme ils étaient fonctionnaires jusqu'en 1905, ils avaient des pensions, surtout s'ils étaient âgés. Et donc, tout ça va se calmer, et la guerre de 14, avec l'Union sacrée, va emporter le souvenir de cette période de quasi-guerre civile qui a été évitée. Voilà, c'est très important cette période, et ces sujets, les pressions, on va retrouver tout ça quand on parlera tout à l'heure de l'islam et de ce qui se passe. Mais est-ce que, Patrick Weil, la laïcité, on dit toujours la laïcité à la française, c'est une spécificité française? Vous vivez souvent aux États-Unis, vous enseignez aux États-Unis, vous avez du mal à expliquer la laïcité française aux Américains. Moi, j'y ai vécu et j'avais du mal à l'expliquer aussi, c'était compliqué. Alors, le fait d'enseigner aux États-Unis, ce sujet-là, la comparaison, oui, en plus, ça m'a forcé à clarifier, à réfléchir. Alors, ils sont aussi dans un régime de séparation. On s'est inspiré d'eux. Aristide Briand, sa commission, travaille beaucoup sur les exemples étrangers. On s'inspire des États-Unis et du Mexique, principalement. Mais quelle est la différence? C'est que la marque de la séparation n'est pas au même endroit. Chez nous, elle est politique, on vient de le dire. L'Église de France se mêlait des affaires politiques. Chez eux, elle est financière.
vous pouvez pas donner $1 à une église sans vous faire condamner, etc. La marque n'est pas au même endroit de la séparation. Et puis par ailleurs, l'histoire n'est pas la même. Dans le triangle, la politique américaine est religieuse, le débat religieux est permanent. On invoque Dieu à chaque discours. Mais vous avez eu, par exemple, là dans la période récente, qu'est-ce que constatait Briand ? Qu'il y avait une grande différence, c'est que aux États-Unis, il y avait toujours cette union morale entre le christianisme et l'État. Chez nous, cette union morale est rompue par une loi qui est une loi de souveraineté. C'est très important à dire. La République est souveraine, marque sa souveraineté en faisant la loi de séparation. Alors là, Patrick Weil, il faut que vous nous fassiez votre théorie, que je trouve tout à fait explicite, du triangle. Eh bien voilà. Ce qui se passe, c'est que chacun d'entre nous, on est plus ou moins dans un rapport à l'État et à un groupe religieux. Bon. Dans l'histoire des États-Unis, puisque ce sont des réfugiés qui ont quitté l'État anglais qui était avec une religion officielle. Souvent pour des raisons religieuses. Parce qu'ils étaient minorités religieuses. Ils considèrent que quand il y a un conflit, ils se sentent toujours plus protégés par le groupe religieux contre l'intrusion de l'État. Chez nous, l'État est intervenu pour protéger justement les minorités contre l'intrusion de l'Église. Donc, chez nous, c'est l'État l'individu se sent protégé par l'État contre l'intrusion du religieux. Donc quand il y a le texte de la loi, il est clair, on est assez proche. Mais dès qu'il faut faire des interprétations, on va diverger. Et parce qu'on considère, nous, en France, que l'individu a comme communauté principale la communauté nationale, et aux États-Unis, est-ce qu'il y a un communautarisme intermédiaire qui est aussi plus important ? Est-ce que l'individualisme, par exemple, l'individualisme positif des Lumières n'a pas le même poids aux États-Unis ? Non, pas du tout. Je dirais que, vous voyez, la rupture avec l'obéissance aux principes du christianisme et à l'Église s'est faite en France pendant le siècle des Lumières, d'une partie des catholiques. Aux États-Unis, elle s'est faite au moment de la réception de Darwin, un siècle plus tard. Et c'est très intéressant, c'est au sujet d'ailleurs du darwinisme, de l'enseignement de l'évolution, que les plus grands conflits ont lieu devant les tribunaux américains. C'est pas du tout le cas chez nous. Chez nous, ça a lieu sur les caricatures, etc. Et ça, on pourra y revenir parce que ça marque, je dirais, l'histoire des schismes qui se sont produits chez les croyants entre ceux qui s'éloignaient de la religion et ceux qui y restaient attachés. Alors on est toujours avec Patrick Weil jusqu'à 19h et on essaye, en ce début d'année 2025, de fournir des outils, fournir des clés pour essayer de dire moins de Debatable sur France Inter. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Alors Patrick Weil, maintenant, il faut qu'on parle de 1989, le moment où le débat sur la laïcité s'enflamme. Et on a vu qu'il a toujours existé, notamment à travers l'école, la place de l'école privée, l'école catholique et l'école publique. Ça a été pendant la 4e République et pendant la 5e République, avec la loi le projet de loi avorté de 1984, des conflits. Mais en 1989, c'est une date importante, 89, parce que c'est l'année de l'affaire de Creil. 2 jeunes filles se présentent voilées au lycée, et nous sommes en pleine vague islamisme mondial, et le corps enseignant est désemparé, les politiques aussi. Patrick Weil. Ben oui, et le ministre aussi, M. Jospin, qui a demandé l'avis du Conseil d'État, qui donne son avis, et donc le port du voile est autorisé sous réserve qu'il ne soit pas un moyen de prosélytisme ou de pression. Alors voilà un avis bien inutile et bien inconfortable. Les pauvres profs se retrouvent avec un avis du Conseil d'État. Voilà, c'est autorisé sous réserve que ça porte pas atteinte ou que ça ne fasse pas du prosélytisme. Mais comment on peut décider de tout ça ? Comment un prof, comment un proviseur ? Alors c'est parce que il ne pouvait plus décider de tout cela, qu'après 2001, les profs sont allés voir, les proviseurs sont allés voir leurs élus et ont demandé à ce qu'il y ait une loi, qu'il y ait quelque chose qui ne pouvait plus tenir, en plus par rapport à la pression médiatique. Et c'est pour ça que Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, organise, je crois c'est début 2003, une commission parlementaire. Et à cela, Jacques Chirac réagit en créant sa propre commission présidentielle. Alors, on va parler de cette loi, de la préparation de cette loi. Vous avez été impliqué dans la préparation de cette loi, mais
en 89, le débat enflamme les intellectuels, il y a des tribunes dans les journaux, dans le Nouvel Observateur par exemple, dans les journaux de gauche notamment, pour ou contre le voile, et donc réapparaît ce débat sur la laïcité. Et il y a un intellectuel algérien, un historien algérien qui s'appelle Mohamed Harkoun, vous le connaissez, vous allez nous expliquer pourquoi, qui dit en 89, qui fait cette déclaration, écoutez. Maintenant, il y a le laïcisme, parce que la laïcité, malheureusement, telle qu'elle a fonctionné en France par exemple, effectivement, elle est devenue une attitude militante, anticléricale, finalement anti-religieuse. Alors là, ça ne va pas. Lorsque j'essaye de faire cette différence devant des Français entre la laïcité et le laïcisme, je rencontre chez des Français cette fois une incompréhension majeure, parce qu'ils s'imaginent toujours que cette distinction entame les bienfaits de la laïcité, ce qui est faux et ce qui montre en même temps comment en France la laïcité est devenue une religion fanatique et dogmatique. Je dénonce la laïcité comme religion fanatique et dogmatique, comme je dénonce la pensée religieuse ou l'utilisation de la religion en tant que dogme fanatique également. Alors, propos de 1989, c'est important, vous allez comprendre. Mohamed Harkoun dénonce un laïcisme. La laïcité ne serait plus un cadre juridique, mais une idée, même une idée extrémiste, anti-religieuse. Patrick Weil, vous connaissez bien Mohamed Harkoun. Enfin, je l'ai rencontré à la commission présidée par Bernard Stasi. Nous sommes devenus amis. J'ai participé à un ouvrage qu'il a dirigé. Je suis devenu très ami avec lui. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre. Sauf qu'en 2003, il a voté pour l'interdiction des signes dans le cadre de la manifestation des signes de la religion. Donc il a changé d'avis. Il a changé d'avis à la suite des témoignages que nous avons tous reçus en tant que membre de la commission. Et alors, là, il faut que je précise que, Patrick Weil, vous étiez membre de cette commission, donc créée par Jacques Chirac. On a compris que les profs, les politiques, les élus locaux étaient perdus, ils ne savaient pas quoi répondre quand des jeunes filles arrivaient voilées à l'école. Au bout de quelques années, Jacques Chirac dit « écoutez, on va tout mettre sur la table et on va faire une commission ». Vous êtes dans cette commission, Patrick Weil, et là, il se passe des choses pour une fois dans une commission. C'est-à-dire qu'on auditionne des gens qui racontent les pressions que des jeunes filles qui ne portent pas le voile subissent de groupes de garçons qui perçoivent qu'elles sont musulmanes, qui leur disent « Regarde, ta sœur au fond de la récré porte le voile, toi si tu ne le portes pas, c'est que ce que tu as choisi de ne pas le porter, donc tu as intérêt à le porter dans les prochains jours, sinon on va te régler ton compte ». Donc ça, c'est des pressions. Il y avait aussi des jeunes filles qui portaient le voile qui ont témoigné. Oui, mais il y a des jeunes filles qui ont porté le voile qui ont témoigné. Elles n'étaient pas le problème. Elles étaient une toute petite minorité. Le problème, c'était des groupes de garçons qui s'attaquaient aux filles qui voulaient porter le voile. Et alors là, je dirais qu'il faut relire ce que disent Briand et Clémenceau. C'est d'une clarté remarquable. Dans un des débats parlementaires, je m'excuse, je vais citer Briand. Important. Quand l'État voit l'Église en face de lui, il doit l'examiner sous deux aspects. Parce que l'Église a deux aspects, parce que son action a deux formes. Il lui appartient, en effet, à l'État de s'opposer à ce que l'Église, sortant de son domaine religieux, en intervenant sur le terrain politique, mette en péril la prédominance de l'État. Mais si l'Église reste chez elle, si les fidèles se consentent de manifester sous la forme du culte leurs sentiments religieux, l'État est tenu de s'arrêter devant ce domaine sacré. Voilà la grande difficulté. La religion a une double dimension. C'est un droit individuel que la laïcité protège plus que tout. Puisque quand vous êtes en prison, ou à l'armée, ou à l'hôpital, on vous paye des aumôniers pour que vous puissiez exercer votre liberté de culte si vous le souhaitez, alors qu'on ne vous donne pas la liberté d'expression, par exemple, en prison. Donc c'est une liberté individuelle la plus garantie. Mais du fait même de la séparation et de la prédominance de la République sur la volonté des religions d'imposer leurs normes sur l'ensemble de la société, la République veille à ce qu'il n'y ait pas que le groupe, parce que la religion c'est aussi un groupe, ça n'est pas qu'un individu. Derrière l'individu, il peut y avoir une tentative de groupe, de changer les lois, d'intervenir dans le domaine public, ce que dit Briand. Et qu'est-ce qu'on a appris ? Alors nous, on a eu ce sentiment... Parfois avec une intervention étrangère, comme à l'époque de 1905, vous nous l'avez rappelé avec Rome. Mais quand ? Oui, mais ça, justement, la loi de 1905 est intervenue pour arrêter tout cela. Bon. Qu'est-ce qu'on a appris
après la commission Stasi, nous, on a eu le sentiment qu'il y avait des groupes, qu'il y avait une organisation des pressions, lycée après lycée, et que si on ne produisait pas cette interdiction de la manifestation ostensible de la religion, eh bien, on ne pouvait pas se contenter de dire au proviseur « débrouillez-vous ». Il fallait qu'il y ait une loi qui interdise le signe qui crée les motifs de la pression. Eh bien, en 2015, Farid Abdelkrim, qui est devenu un humoriste, mais qui était secrétaire général des jeunes frères musulmans au moment de cette période-là, a raconté dans ses mémoires que les frères musulmans avaient organisé une campagne pour faire pression sur les filles qui ne portaient pas le voile pour qu'elles le portent. Et je vais vous raconter une autre histoire que je raconte très peu. Quelques semaines après le vote de notre commission, le rapport de notre commission, je suis invité à Bruxelles à une réunion... Donc là, on est fin 2003. Sur le Proche-Orient, en 2004 probablement. 2004, ouais. Sur le Proche-Orient. Et on me dit, Patrick, vous venez de passer cette commission, racontez-nous. Et là, il y avait des Allemands, des Anglais, des Américains, des Israéliens, tous opposés, vous attaquez la liberté religieuse. Et le seul qui a levé le main, qui a dit, les Français ont raison, c'est le représentant de l'OLP, qui a dit, nous, on s'est bien fait avoir par le Hamas, car financés par je ne sais qui, ils ont payé des bourses à des filles, des jeunes filles dans les universités pour qu'elles portent le voile, et maintenant les universités sont couvertes de voile. Encore une résonance avec l'actualité. Les Français ont raison. Franchement, c'était incroyable comme témoignage. Oui, et encore une fois, une résonance incroyable aussi avec l'actualité. Il faut préciser que cette loi donc a été votée en 2004 avec une alliance assez inhabituelle entre les socialistes et le RPR, donc les gaullistes et les socialistes, et s'y sont opposés l'UDF, donc les descendants du MRP, des démocrates chrétiens, et les communistes. Quelques années plus tard, d'ailleurs, Marie-Georges Buffet, qui était à la tête des communistes à l'époque, a regretté et a dit qu'elle aurait dû voter, il y avait un député communiste qui a voté, aurait dû voter cette loi. Je précise que Jean-Luc Mélenchon, qui était sénateur à l'époque, a aussi s'est prononcé pour cette loi. Et aujourd'hui, cette loi fait consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des groupes politiques à l'Assemblée, représentés à l'Assemblée, qui propose d'y revenir. Quelquefois, quelques insoumis la critiquent, mais ils sont vite remis à l'ordre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez de ce débat? Parce que finalement, il a évolué. Il y a eu cette loi de 2004 qui était une base, et certains en demandent toujours plus. Est-ce qu'il faut interdire le voile ailleurs? Est-ce qu'il faut interdire le voile dans la rue? Écoutez ce que dit Marine Le Pen, ce que disait Marine Le Pen en 2020. Le son n'est pas prêt, me dit-on en régie. Alors on va... Il est prêt ou pas? Ouais, il est prêt. Écoutez ce que dit Marine Le Pen en 2020 sur ce sujet. Moi, je suis pour l'interdiction de la burqa, mais je suis aussi pour l'interdiction du voile dans la rue. Parce que la règle du jeu en France, c'est que vous et moi, on se croise dans la rue, je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous croyez, en quoi vous croyez, je ne sais pas si vous êtes musulman, protestant, juif ou catholique. Et c'est très bien ainsi. Or, le fait de porter un voile, eh bien, est une démonstration, une extériorisation d'un choix religieux. Cela va à l'encontre des valeurs de la République française. Voilà, le voile, il faut étendre l'interdiction. Je rappelle aussi qu'en 2004, le Front National de Jean-Marie Le Pen était contre cette loi. Alors Madame Le Pen a tort, parce que même dans les écoles publiques, où on ne peut pas avoir des signes ostensibles, on peut avoir des petits signes qui montrent, vous avez le droit d'exprimer, c'est la liberté d'exercice de son culte. La liberté d'exercice du culte, c'est pas uniquement dans les lieux de culte. Vous avez le droit de sortir dans la rue et de manifester votre foi. Ça, c'est la liberté. En revanche, ce qui est interdit, et c'est là où je trouve que ni Madame Le Pen, ni les autres dirigeants politiques ne voient pas la force de la loi, ne la comprennent pas bien. La loi interdit les pressions pour contraindre quelqu'un à porter un signe ou l'en empêcher, à exercer son culte. Bien sûr qu'en séparant les églises et l'État, la loi crée des espaces différents. Il y a l'espace de l'État et les services publics qui est neutre. On confond souvent le service public et l'espace public. Il y a l'espace du domicile où vous faites vos propres règles, vous avez l'espace du lieu de culte où vous respectez les règles, et puis vous avez l'espace public civil dans lequel vous avez justement la plus grande diversité des options spirituelles. Mais dans tous ces espaces, comme le code pénal ne voit pas de limite à son intervention, les pressions à domicile, les pressions sur les lieux de culte,
les pressions sont interdites. Et tous les citoyens devraient apprendre à leurs enfants que toute pression exercée sur eux pour les contraindre à pratiquer un culte ou les en empêcher sont passibles d'une peine d'amende ou de prison. C'est cette liberté de conscience et d'exercice du culte, c'est l'article 1 de la loi de 1905, mais qui n'aurait aucune portée s'il n'était pas protégé par ces dispositions pénales que aucun ministre de la justice ne fait appliquer jusqu'à présent. Et convenez que c'est compliqué de distinguer des pressions d'un choix. Souvent, les femmes voilées disent... Et quand vous avez des menaces, il faut permettre aux personnes de porter plainte pour menaces. Vous avez des menaces. Si tu ne fais pas ça, c'est une menace. Vous avez le droit de convaincre. L'aliénation peut être une forme de pression sans menace. Mais là, la loi précise menace. Les menaces existent. Il faut que les jeunes aussi soient informés toute pression qu'ils exercent, qu'ils reçoivent d'autres, les rend passibles d'amende ou de prison. C'est l'article 31 de la loi de 1905. Alors comment vous réagissez, Patrick Weil, quand vous êtes face à ce débat qu'on voit un peu récurrent entre les tenants d'une laïcité un peu rigoriste et ferme et ceux qui sont tenants plutôt d'accommodement raisonnable, comme on dit. Alors je ne parle pas de l'extrême droite qui est devenue laïque identitaire, ça c'est un dévoiement de la laïcité, mais par exemple Caroline Fourest qui défend une laïcité assez rigoriste, et puis Jean-Louis Bianco qui lui est plutôt pour des accommodements raisonnables. On a l'impression que ces deux personnes qui sont finalement pas si éloignées se détestent, il y a une polarisation incroyable. Qui a raison? Est-ce que ce débat est valable? Vous l'avez dit au début, la laïcité, elle a été faite, la loi de 1905, pour rassembler tous les Français. C'est un instrument d'unité. Et comment elle divise deux personnalités de centre-gauche? Parce qu'en réalité, quand je les écoute, je relis Briand et je me dis, l'un est préoccupé par le droit de chacun de pratiquer sa foi, etc. Jean-Louis Bianco, et qu'il n'y ait pas de discrimination, par exemple, à l'encontre des musulmans, qu'ils puissent pratiquer leur foi. Et l'autre, Caroline Fourest, est préoccupée des interventions politiques, de l'islam politique, des menaces des frères musulmans, etc. Et c'est exactement ce qu'a prévu la loi, parce que je vous ai parlé des menaces entre individus. Il est aussi prévu dans la loi que lorsqu'un responsable religieux menace des citoyens, appelle à s'attaquer, comme par exemple à Samuel Paty. Vous savez que l'imam de la mosquée de Pantin, qui avait posté sur la page Facebook de la mosquée la vidéo qui a probablement entraîné son assassinat, n'a jamais été poursuivi. Parce que interrogé sur l'article 35 de la loi de 1905, qui aurait permis de le poursuivre, les deux ministres compétents, messieurs Darmanin et Dupond-Moretti, interrogés à la commission des lois de ça, ont dit que cet article n'avait jamais été appliqué. J'ai montré dans mon livre qu'il a été appliqué des centaines de fois par des gens si peu connus et si peu importants que Clémenceau, Briand, Caillot, Poincaré, etc. Donc il y a une méconnaissance, je dirais, au niveau des plus hautes responsabilités de l'État, des dispositifs qui permettent... Il faut se reporter à 1905 quand un domaine devient du domaine quand un sujet devient du domaine législatif, il faut regarder la jurisprudence. Il y a une jurisprudence qui est dans les Dallos, on ne peut pas appuyer sur Internet et le trouver parce que en France, on est un peu sous-développé. Ça ne remonte pas avant 1950. Oui, mais Patrick Weil, quand on vous parle de la burqa, par exemple, 1905 nous sert à quoi? Non, mais la burqa, la burqa, c'est une loi qui est intervenue, qui ne portait pas, et il y avait eu même une audition de Tariq Ramadan qui a dit que ça n'avait rien à voir avec l'islam, donc ça n'a pas c'est pas une disposition qui concernait la laïcité. Ça concernait je dirais, la civilité dans l'espace public. Et d'ailleurs, j'ai interrogé, par exemple, dans un colloque international, j'ai dit, mais imaginons que il y a une nouvelle religion qui naisse et qui disent, vous devez vous promener nu partout. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez juge? Vous voyez, vous avez des règles, des normes voilà. Moi, la burqa, c'est autre chose. Vous avez eu des lois comme la loi de 2004 ou la loi dite séparatiste de 2022 qui sont intervenues et qui portaient sur la laïcité. C'est pas le cas de la loi sur la burqa. La loi séparatiste devait préciser tout ça. Quel avait été votre avis sur cette loi?
Alors, je vais vous dire, il y a des dispositions de la loi séparatiste qui ont été justement l'article 35 dont je parlais, qui permet de lutter contre les menaces venant des lieux de culte, qui avait été supprimé en première lecture de l'Assemblée, a été rétabli. Les dispositions pénales de la loi de 1905 ont été renforcées. Vous avez des dispositions positives dans la loi de séparatiste. Vous avez quand même une rupture avec, je dirais, l'esprit de la loi de 1905 sur le fait que c'est la police des cultes, justement, ces dispositions pénales qui doivent assurer le respect de la loi et pas la gestion par l'administration des cultes. Or, la loi renforce un peu le contrôle administratif. D'ailleurs, ça a suscité une vive réaction de l'Église catholique. Et je pense que aujourd'hui cohabitent dans la nouvelle loi un peu deux dispositifs. Et mon impression est qu'il y a une telle force de l'esprit de liberté dans le cadre des lois de la République, que la loi de 1905, que c'est cet esprit-là qui va triompher. Bon, alors on continue avec vous, Patrick Weil, à essayer de casser les idées reçues et les incompréhensions sur la laïcité jusqu'à 19h. Je liste comme ça les problèmes. L'égalité homme-femme. On dit souvent, l'égalité homme-femme, quand il y a une inégalité, on considère que ça va contre la laïcité. Mais la laïcité de 1905, puisque vous nous appelez toujours à nous reporter à 1905, ne parlez pas de ça. Il y a eu encore pendant des années des écoles de filles, des écoles de garçons, une inégalité filles-garçons dont la loi de 1905 ne parlait pas du tout. Mais là, vous pointez quelque chose. On met dans la laïcité, c'est une sorte de pot dans lequel on met plein de choses qui n'a rien à y faire. En 1905, il n'y a pas l'égalité homme-femme. Et pourtant, il y a la laïcité. Bon, alors qu'est-ce que dit la laïcité ? Elle dit que les ecclésiastiques doivent respecter les lois de la République. Moi, je préfère dire ça que les valeurs. Parce que les valeurs, c'est vague. Les lois, c'est précis. Il se trouve que du fait des combats des femmes, de ceux qui soutenaient le combat des femmes, il y a aujourd'hui une égalité homme-femme qui n'est pas encore tout à fait aboutie, mais qui a quand même beaucoup progressé depuis 1905. Eh bien, même si ça leur déplaît, toutes les autorités religieuses doivent respecter cette loi de la République comme toutes les autres lois de la République. Les repas à la cantine, les repas différenciés. Oui. Je liste les repas différenciés. Alors là, quelle est la question laïque ? Non, mais là, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez avoir en permanence des débats d'interprétation. Aux États-Unis, dont on parlait tout à l'heure, vous avez tous les ans, devant la Cour suprême, 1 ou 2 cas avec des batailles, et puis l'un gagne, l'autre perd, sur les repas alternatifs. Le Conseil d'État a déclaré que si les municipalités n'étaient pas dans l'obligation d'offrir des repas alternatifs en conformité avec les proscriptions religieuses, elles pouvaient le faire en étant en totale conformité avec la laïcité. Et voilà, donc... Si les municipalités ne sont pas dans l'obligation, c'est-à-dire que si elles veulent, si une municipalité le voulait, elle pourrait offrir un repas communautaire ? Un repas en conformité avec les proscriptions religieuses. Ce qui veut dire, par exemple, un repas végétarien est en conformité pour les juifs qui veulent manger kasher ou les musulmans qui veulent manger halal. Un repas végétarien est tout à fait conforme à leurs prescriptions religieuses. Tout ça pour dire qu'en réalité, tout est dans la loi et c'est assez facile. Ça serait assez facile si on ne voulait pas tout polariser. Et puis tout est ensuite dans le travail des juges. Et puis vous savez, quand vous avez... Je vais vous donner un exemple. Les émissions de radio... vous savez, du dimanche. Oui, comme nous. Non. Religieuse. Ah oui, c'est pas notre cas. Religieuse. Bon. On aurait pu dire c'est un financement public de quelque chose de religieux. Bon. Finalement, on les finance. Mais c'est dans l'esprit de quelque chose qui est dans l'article 2 de la loi qui dit, par exception à la suppression du soutien financier aux églises, on prévoit des dépenses d'aumônerie dans les prisons, l'armée ou les hôpitaux. Mais on peut se dire que les personnes qui écoutent... Une forme d'éducation populaire. Non, c'est une forme d'aumônerie qui vient pour les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir pour aller dans le lieu de culte. Donc on respecte quelque part l'exception à l'article 2. Vous voyez, cette loi, elle est faite pour organiser la laïcité, c'est le respect de toutes les options spirituelles. Alors on continue avec les phrases comme ça sur la laïcité qui font débat, qui font le bonheur des chaînes de télévision, tout info bolorisées en particulier. L'islam, Patrick Weil, est-il compatible avec la laïcité ? Alors on revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'était dans la loi. L'islam est-il compatible ? Alors d'abord, compatible avec la pour laïcité ? avoir participé depuis 15 ans à des tas de réunions avec des savants, il y a une dimension de séparation dans l'islam.
Il n'y a pas d'incompatibilité. Dans l'islam historique, il y a une dimension de séparation entre le religieux et le politique. C'est pas la même que chez nous, mais ça existe. Oui, mais il y a et deuxièmement, une dimension de hiérarchie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'islam, des c'est les musulmans de France. C'est tout. C'est eux à qui il faut s'adresser. Vous savez à quel point ils ont du mal à s'organiser. Mais ils n'ont pas besoin de s'organiser, vous savez, ça, vous avez une conception un peu concordataire de la religion, parce que la loi de 1905... Il faut bien les interlocuteurs non, la loi a prévu c'est les maires qui sont les interlocuteurs, c'est les préfets, c'est au niveau local que s'organisent les associations culturelles. Là, vous êtes un peu dans l'esprit pré-1905. Oui, c'est un, voilà. C'est un jeu de rôle. Donc, on continue. Charlie, puisqu'on est à 2 jours de la commémoration des attentats de Charlie, est-ce que la caricature, le droit au blasphème est traité par la loi de 1905, en tout cas par le principe de laïcité? Non. Ça le précède. Ça vient beaucoup plus tôt. Parce que c'est l'héritage d'un drame qui a marqué la France avant la Révolution, la décapitation du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre, en 1766, un jeune homme de 19 ans qui, pour ne pas prosterner devant une procession, a été condamné. Pour enlever son chapeau. Oui. On lui a coupé la langue, brisé les membres, coupé la tête et brûlé son corps avec accroché à son corps le dictionnaire de philosophie de Voltaire. Et en 1808, le grand jurisconsulte de la Révolution dit toute la France frémit encore de l'arrêt rendu le 4 juin sur l'affaire du chevalier de la Barre. Et qu'est-ce qu'a fait la Révolution? L'article 10 reconnaît la liberté d'opinion, y compris religieuse. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reconnaît la liberté de circulation, la liberté de la presse. Et le Code pénal de 1791 abolit le délit de blasphème. Et Victor Hugo, à l'occasion du centenaire de la mort de Voltaire. Allez sur Internet, regardez Victor Hugo, Voltaire, centenaire anniversaire de la mort de Voltaire, mentionne de façon magnifique l'affaire du chevalier de la Barre. Et si vous voulez, la laïcité, il y a un lien, évidemment, parce que l'opinion, la liberté d'expression, c'est dégagé de la régulation religieuse, comme l'organisation des cultes. Mais pour la liberté d'opinion, pour organiser le droit à l'irrespect, pour garantir le droit à l'irrespect que représente tant Charlie, alors que la laïcité organise le droit au respect des cultes et des pratiques religieuses. Voilà. L'un, c'est le droit à l'irrespect, l'autre, c'est le droit au respect. Voilà, c'est pas inclus dans la... C'est des droits c'est complémentaire et cohérent. La gauche a-t-elle un problème avec la laïcité ? Alors que ça vient de la gauche. Moi, je crois que le problème avec la laïcité, c'est l'ignorance, de la gauche comme de la droite. J'ai cité messieurs Dupond-Moretti et Darmanin, qui étaient ignorants des dispositions de la loi de 1905 et qui ne sont pas de gauche. Donc moi, ce que je vois sur le terrain où je vais souvent, c'est une confusion liée à l'ignorance. Et vous allez dans les écoles souvent, je vais dans les administrations, vous faites des formations. Partout, et je commence souvent, je fais lire. On lit ensemble l'article 1 de la loi de 1905. Et c'est très important que les élèves se saisissent du texte de la loi lui-même. Souvent, les Français ne lisent pas la loi. On n'apprend pas le droit à l'école. Vous voyez ? Vous savez qu'en terminale, souvent, les jeunes ne savent pas que le mariage civil a lieu en France depuis 1792, avant le mariage religieux. Alors j'appelle les maires à aider les profs à enseigner. Un des premiers principes de la laïcité de la Révolution, c'est que le mariage civil a lieu avant le mariage religieux, en invitant, par exemple, les classes à assister à des mariages qui seraient préparés, donc ces visites seraient préparées par les élèves. On demande beaucoup aux profs, beaucoup trop. Il faut que tous ceux qui disent la laïcité, c'est très important, aident les enseignants. Il faut que dans les familles, on lise, on comprenne la loi et qu'on explique. La laïcité, c'est un bien commun. C'est un bien commun de tous les citoyens qui ne peut pas être uniquement défendu par quelques discours ou par quelques opérations de police. Mais Patrick Weil, au-delà de la méconnaissance, de l'ignorance du principe et de la loi de la laïcité, quand vous allez dans les écoles, est-ce que vous constatez, comme plein de profs le disent, qu'il y a même une hostilité envers la laïcité ? Je ne le constate jamais, franchement. Je constate un certain soulagement. Quand vous expliquez. Quand on explique.
Et je me souviendrai d'une élève justement qui me dit un jour, je suis là, mais je aimerais porter le voile. Alors je lui explique. Elle m'a dit, je ne suis toujours pas d'accord, mais maintenant je comprends. Vous voyez, c'est ça qui est fondamental. On est dans une république où les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut leur expliquer d'où nous venons. D'où nous venons avec le chevalier de la barre et le droit à l'irrespect. D'où nous venons avec la loi de 1905 et cette organisation de la séparation d'une république qui n'a plus d'affiliation religieuse mais qui respecte toutes les options spirituelles. Et puis, raconter cette période 1906-1914 avec des catholiques radicalisés pour lesquels il y a dans la loi tous les instruments pour intervenir. Et il faut les réanimer, ces instruments. Et ça, c'est au pouvoir public de le faire. Pour finir, je veux quand même revenir sur la question que je vous posais il y a quelques minutes, et vous avez dévié. La gauche a-t-elle un problème avec la laïcité ? La gauche est-elle irréconciliable sur le sujet de la laïcité ? Quand vous entendez je ne pense pas qu'on puisse être de gauche. C'est-à-dire, par exemple, chaque parti politique a donné quelque chose à la République. La laïcité est venue, c'est brillant, était socialiste. C'est les socialistes qui ont porté la loi. C'est une loi pour tous les Français, croyants ou non croyants. Je n'imagine pas qu'on puisse se satisfaire de diviser les citoyens sur la laïcité. Surtout les responsables de la gauche. Ils devraient faire des efforts. Parce que je crois que tous, même si vous avez démentionné des gens, je crois qu'ils ont tous une sincérité. Mais je crois qu'ils ignorent certains aspects de la loi et de notre histoire. Et je pense qu'en réunissant et en travaillant, je pense que le combat commun de tous les responsables politiques, c'est de faire connaître la laïcité et de bien voir que c'est un instrument de réconciliation. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire, ça c'était l'objectif. Ça veut dire que la religion n'est plus un objet de controverse et qu'on peut faire donc des controverses sur d'autres sujets. On peut faire de la politique indépendamment de la religion. Voilà, c'est ça l'objet de la loi. Eh bien, merci Patrick Weil. On va finir sur cette belle recommandation, faire des controverses sur d'autres sujets que sur la religion. Patrick Weil, je rappelle vos 3 livres consacrés, vous avez écrit beaucoup de livres, mais 3 livres consacrés plus ou moins directement à la laïcité. Laïcité, une idée pour unir les Français, aux éditions Privat, c'était en 2022. De la laïcité en France, c'est Grasset en 2021. Et Politique de la laïcité au XXe siècle, aux presses universitaires de France, c'était il y a un peu plus longtemps, en 2007. Ce soir, l'émission a été réalisée par Stéphane Combe, attaché de production Emma Bouvier, programmation musicale Thierry Dupin à la technique, Gaspard Guy Bourget. Et la semaine prochaine, je vous propose le 3e volet de notre série sur les fascismes avec le franquisme. Cette émission est d'ailleurs déjà disponible en podcast sur l'appli Radio France, comme toute notre collection de ismes. Je vous retrouve donc dimanche après le journal de 18h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.